à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Solange. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une réalisatrice qui signe un documentaire édifiant sur les dérives de la gestation pour autrui. Bonjour Alice de Léon. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir ici, La face cachée de la GPA. C'est le titre du documentaire que vous avez réalisé et que le Figaro TV diffuse ce jeudi à 21h, donc en première partie de soirée à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est une enquête vraiment remarquable qu'on a eu la chance de visionner, au cours de laquelle vous avez rencontré tous les maillons qui constituent cette chaîne de la grossesse par procuration. Vous avez beaucoup voyagé en Ukraine, vous avez été aux États-Unis, vous êtes allé aussi également en Angleterre. Et déjà, avant de dessiner les contours de cette enquête, j'aimerais vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que la GPA? On en parle beaucoup dans les médias et c'est vrai que beaucoup de personnes méconnaissent cette pratique. Alors, la GPA, c'est la gestation pour autrui. Donc, c'est le fait de porter, pour une femme, de porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Un enfant qu'elle va donc remettre à un couple, qu'on dit parent d'intention, à la naissance. Et quelle est la différence avec la PMA? La PMA, c'est le même fonctionnement puisqu'on fait une FIV, sauf que la mère va porter son enfant, alors qu'en GPA, c'est une mère porteuse qui le porte. Et la PMA est légale en France et la GPA est interdite. Voilà, ça c'est très important de le souligner. On va y revenir juste après, mais c'est vrai qu'il existe plusieurs types de GPA. On parle de GPA éthique, par exemple. C'est quoi une GPA éthique ? Alors, la GPA dite éthique ou altruiste, c'est celle qui est non commerciale. Donc, c'est le cas où la mère porteuse n'est pas rémunérée. Il faut quand même préciser que c'est la seule à ne pas être rémunérée dans ce cas-là, parce que les médecins, les cliniques, les avocats, tout le monde est payé, sauf la femme enceinte. À la différence de la GPA commerciale, où là, elle a un contrat et une rémunération prévue. C'est vrai que vous avez rappelé quelque chose d'important. La GPA est illégale. D'ailleurs, ça a été inscrit dans le Code civil en 1991, ce qui indique que la GPA aujourd'hui n'est pas autorisée en France. En revanche, il n'est pas rare de croiser, d'entendre même dans les médias, certaines personnalités qui indiquent qu'ils ont eu un enfant par GPA. Comment est-ce possible ? Alors, en France, c'est interdit de faire une GPA dans le pays, mais c'est possible pour les parents d'aller faire une GPA à l'étranger et de rentrer ensuite avec leur enfant. C'est pour ça qu'ils peuvent avoir des enfants issus de GPA en France. Dans quel pays est-ce que c'est légal alors, la GPA? Alors, le cadre légal est assez varié. Il y a une quarantaine seulement de pays où c'est officiellement légal, autorisé de manière commerciale ou non commerciale. Ça dépend. Au Royaume-Uni, par exemple, c'est purement altruiste. Et après, c'est interdit dans une poignée de pays comme la France ou l'Italie, par exemple. Mais la majorité des pays n'ont pas légiféré, parce qu'en fait, ce n'était pas une question qui a effleuré le législateur avant les années 80, en fait. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir recours à une GPA en France sur le sol français, mais il n'est pas interdit d'aller à l'étranger pour faire une GPA et de revenir ensuite avec son enfant qui sera reconnu en France. Oui, tout à fait. Donc c'est de cette manière-là que beaucoup de couples français arrivent à contourner aussi ce système. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour justement demander l'interdiction de la GPA et peut-être aussi faire en sorte qu'il y ait une barrière qui empêche ce genre de dérive ? Il y a une association, la Déclaration de Casablanca, qui est plutôt un collectif d'experts de plusieurs pays, je ne sais pas combien, mais qui a vraiment une dimension internationale et qui est très active, qui milite notamment à l'ONU et dans plein d'instances différentes. Et après, il y a de plus en plus de voix quand même chez les féministes. Il y a notamment Rima El Selem qui est la rapporteure aux Nations Unies pour la santé des femmes et des filles, qui a publié un rapport en août dénonçant la GPA comme une violence faite aux femmes. Eh bien, on va en parler de ce documentaire qui est diffusé sur le Figaro TV ce jeudi à 21h, La face cachée de la GPA. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées aujourd'hui par Solange Gourdin. Allez, on commence les infos médias, Solange, avec la suspension des chaînes françaises LCI et TF1, et c'est au Mali que ça se passe. Oui, LCI et TF1 ne sont plus accessibles au Mali depuis jeudi dernier. A constaté un journaliste de l'AFP, elles ont été suspendues par la Haute Autorité de la Communication qui leur reproche des affirmations non vérifiées et des contre-vérités relatives aux djihadistes. Donc la HAC fait référence à une séquence diffusée dans l'émission Grand Dossier le dimanche 9 novembre à 13h. Cette séquence de 12 minutes est structurée en deux volets. D'abord, Mali, les djihadistes au port de Bamako, et Mali, le nouveau fief d'Al-Qaïda. Elle aurait été reprise par TF1 sur sa page web le même jour. Or,
Selon le régulateur des médias au Mali, elle comporte des affirmations non vérifiées et des contre-vérités, relatives notamment aux allégations selon lesquelles la junte a interdit la vente de carburant, où désormais les terroristes sont donc proches de faire tomber la capitale, qui est Bamako. La séquence mise en cause présente un registre alarmiste qui prédit un effondrement imminent de l'État malien et qui pourrait provoquer la panique ou la défiance envers les institutions et qui nuise à la cohésion sociale. C'est pas la première fois que ça arrive, puisque LCI avait déjà été suspendue en 2024, ainsi que France 2. Alice, parlez-nous de votre parcours avant d'avoir justement signé ce documentaire dont on va parler encore en détail dans quelques instants. Vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. Quel documentaire avez-vous signé par le passé Alors moi j'ai commencé à travailler aux États-Unis puis en Inde comme correspondante et ensuite j'ai rejoint Enquête exclusive chez M6 où là j'ai pu voyager dans une bonne quinzaine de pays, faire des reportages partout, c'était vraiment passionnant. Et après j'ai rebasculé en presse écrite, donc c'est assez varié. Ah oui. J'ai couvert l'actualité religieuse en France pour La Croix et La Vie pendant quelques années et ensuite j'ai retrouvé Ligne de front que je connaissais déjà pour ce documentaire. Donc Bernard de la Villardière, c'est un compagnon de route pour vous. Voilà. Très bien, et on va poursuivre avec tout autre chose, rien à voir avec Bernard de la Villardière, Mathieu Delormeau, qui envisage de se présenter aux élections municipales dans un village de Bourgogne. Oui, ce 11 novembre, en plein direct sur le plateau de Tout beau tout neuf sur W9, le chroniqueur de 51 ans a laissé entendre qu'il pourrait se lancer en politique et se présenter aux élections municipales d'un petit village bourguignon de 5000 habitants. Ce petit village s'appelle Villeneuve-sur-Yonne et le chroniqueur s'est justifié en précisant qu'il s'y rendait au moins 15 fois par an, même s'il n'y habitait pas à l'année. Selon lui, le point le plus important est l'insécurité grandissante de ce village, ainsi que la fermeture de l'hôpital local. Il a précisé qu'il se présenterait sans étiquette et il a également insisté sur le fait qu'il parlait beaucoup aux habitants, que ces derniers le connaissaient bien et que par ces échanges, il avait compris les problématiques de la région. Bon, voilà, affaire à suivre pour les aventures politiques de Mathieu Delormeau. Et justement, la politique, c'est aussi ce qui nous intéresse d'une certaine manière dans ce documentaire, parce que la gestation pour autrui est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène politique. Et les citoyens français, dans cette histoire, ils en pensent quoi exactement? C'est vrai qu'on entend souvent parler à travers des voix médiatiques, c'est souvent débattu en plateau, mais les gens, vraiment, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, les sondages montrent que la population française est majoritairement pour la GPA. Ce qui est assez étonnant quand même quand on... Mais moi, je pense que ça reflète surtout une empathie pour les couples en mal d'enfants, ce qui est tout à fait compréhensible, mais qu'il y a assez peu d'informations en fait, sur ce qui se passe vraiment en cas de GPA et sur les risques que ça comporte de manière intrinsèque pour les femmes et pour les enfants. Oui, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un problème de pédagogie aussi? C'est-à-dire que les personnes ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière la GPA. Je pense, oui. On explique aux personnes généralement que la GPA permet à des couples d'avoir un enfant, mais on n'explique pas vraiment ce qui se cache derrière. C'est aussi le but de votre documentaire. Oui, exactement. Et c'est aussi que c'est une industrie ultra lucrative qui a vraiment une force de frappe impressionnante, notamment en matière de marketing et de storytelling, et qui nous présente les choses comme si c'était vraiment quelque chose de généreux, du don de soi, ce qui est... Enfin, il est normal d'être pour le don de soi. Oui. Mais du coup, bon, quand même, une industrie qui fait autant d'argent et qui fait commerce de vie humaine, moi je trouve ça intéressant d'aller creuser. Quand même, il y a souvent des dérives. Absolument. Et ces dérives-là, justement, on va en parler parce que vous les pointez justement du doigt dans le documentaire diffusé sur le Figaro TV. On termine ces infomédias avec Thomas Soto qui soutient une nouvelle fois Léa Salamé sur le plateau de quelle époque? Oui, donc le couple que Léa Salamé forme avec l'homme politique Raphaël Glucksmann a été évoqué à nouveau. Dans l'émission de France 2, les chroniqueurs et les invités débattaient autour de la polarisation de la société et des médias. Thomas Soto, qui est animateur de RTL Matin, a souligné qu'il était important de développer le sens critique des gens, tout en restant dans la nuance. Il s'est ensuite attardé sur la position délicate de Léa Salamé, puisqu'elle est en couple avec un homme politique, Raphaël Glucksmann, qui remet en cause, aux yeux de certains, son impartialité. Il a conclu en affirmant qu'il travaillait depuis 15 ans avec Léa Salamé et qu'il ne savait pas pour autant pour qui elle votait, et que c'était ça la définition du métier de journaliste. Donner la parole à tout le monde, traiter tous les invités de la même manière, poser les mêmes questions, y compris les questions qui dérangent chez les gens qu'on aime bien comme chez les gens qu'on aime moins. Voilà, c'est vrai que ce qui est souvent pointé du doigt chez Léa Salamé, c'est son orientation politique supposée. Elle a travaillé sur France Inter. C'est une radio qui est souvent critiquée, pointée du doigt aussi pour soi-disant pencher un peu trop à gauche. Et justement, la GPA, ça nous ramène aussi d'une certaine manière à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il est politiquement correct de dire qu'on est opposé à cette pratique? C'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure ce sondage qui montre que la population française est majoritairement favorable à la GPA. Quand on dit qu'on est contre, est-ce que tout de suite, on est dans une catégorie très particulière? Oui, je pense, parce que de fait, il n'y a pas assez d'informations quand même sur la question. Et parce qu'encore une fois,
la GPA est présentée comme une belle manière de faire une famille. Donc en fait, c'est difficile d'être contre. Après, je pense que mon boulot de journaliste, c'est de ne pas être pour ou contre, c'est d'aller voir ce qui se passe et de donner la parole et en l'occurrence de découvrir qu'il y a de nombreuses dérives. Eh bien, on va en parler tout de suite, justement, de ces dérives. C'est dans l'interview du Buzz TV. Le Figaro TV diffuse ce jeudi, en première partie de soirée à 21h, La face cachée de la GPA. C'est un documentaire produit par la société Ligne de Front que vous réalisez, Alice de Léon. Et on sait que ce sujet déchaîne bien des passions, on en a parlé. Certains y sont farouchement opposés, d'autres y sont favorables. Quelle ligne votre documentaire va-t-il emprunter? Est-ce que à la fin, on va se quitter, entre guillemets, en se disant qu'on est, c'est une horreur? Ou bien est-ce qu'au contraire, on va se dire, bon, bah, pourquoi pas? Alors la démarche, c'était vraiment d'aller creuser la face cachée quand même, donc ce qu'on voit pas. Donc l'angle de départ, c'était quand même d'aller montrer les dangers de cette pratique. Mais moi, j'ai vraiment essayé d'être à l'écoute de toutes les personnes, notamment même des parents en mal d'enfants. Je porte pas de jugement sur les mères porteuses, les parents, les enfants. En revanche, je pense qu'on sort de là un peu choqué quand même du cynisme de l'industrie de la GPA qui, encore une fois, fait énormément d'argent. Et il y a des pratiques eugénistes, en fait, qui sont assez choquantes. Et qui parlent d'enfants, qui ne parlent pas de grossesse, qui parlent de programmes, qui ne parlent pas d'enfants, mais parfois ils parlent de livraison. On est quand même sur l'objectification pure d'un être humain. Oui, c'est la marchandisation du corps humain, là. Exactement. Mais comment cette enquête est née? Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'enquêter? Alors, c'est Ligne de Front qui me l'a proposé initialement. Et je pense que la volonté, c'était aussi d'aller explorer, parce qu'on parle beaucoup de GPA éthique, et en fait, c'est très étonnant comme expression, parce qu'en fait, quand on creuse un peu, ça reste la marchandisation d'un corps, celui d'une femme, et même si toutes les bonnes intentions sont présentes, même si elle n'est pas maltraitée, si dans le meilleur des cas, les parents le vivent bien, la mère le vit bien et l'enfant le vit bien, ça n'empêche qu'on a utilisé le corps d'autrui pour faire un enfant, et que cet enfant n'a pas son mot à dire et est né d'un contrat. Et en fait, c'est ça que pose comme question la GPA. Alors, votre enquête, on le verra dès les premières secondes, elle commence sur l'île de Sheppey, qui se trouve à 1 heure de Londres. Vous allez y rencontrer Kim, qui est une maman, une mère porteuse, qui vient de rendre visite à son fils, William, qui vit désormais avec 2 hommes, un couple d'hommes. Comment qualifieriez-vous la relation que cette femme entretient avec son enfant, qu'elle n'élève pas, finalement? Non, elle ne l'élève pas. Alors, Kim est assez étonnante, parce qu'elle est très joyeuse, elle a l'air honnêtement très épanouie quand on la rencontre. Et puis, c'est une influenceuse pro GPA, donc quand je lui ai parlé du projet, je lui ai évidemment dit qu'il y avait un angle, mais elle a accepté en me disant je serai le porte-voix pro GPA dans ce film. De toute façon, je voulais leur donner la parole, évidemment. Et elle, aujourd'hui, elle a une relation, en fait, elle a eu 2 enfants par GPA, avec une particularité qui est que ce sont des GPA traditionnels, donc elle utilise uniquement ses gamètes, elle n'utilise pas de dons de gamètes, donc ce sont ses enfants à tout point de vue, vraiment biologique, génétique, à tout point de vue. Le premier enfant qu'elle a eu, elle ne le nomme plus, elle ne peut pas parce que les parents ne veulent plus faire partie de sa vie, donc elle a déjà plus de lien avec cet enfant. C'était il y a 4 ans, et là elle vient d'avoir un petit William il y a 1 an, qu'elle voit toutes les semaines, parce qu'elle est devenue très amie avec ses pères, et donc elle est très heureuse de le voir, mais en fait, on ne sait pas trop ce qui va advenir vu qu'elle voit déjà plus le premier. Mais elle le vit comment, le fait de ne plus voir le premier enfant? Elle dit qu'elle le vit bien, mais c'est vrai que j'ai interrogé un psychologue dans le film qui, lui, est tout à fait impartial, puisqu'il est expert dans les tribunaux pour les cas de procès entre mères porteuses et parents d'intention au Royaume-Uni. Et lui me dit, il y a toujours un sentiment de deuil. Même s'il est bien vécu, il est forcément là. Donc quand la femme ne l'exprime pas du tout, on peut craindre quand même un retour de bâton pour elle, malheureusement. Ou en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas creusées. Et en fait, dans le film, on découvre aussi que, je ne dévoile pas tout, mais que son passé est quand même très lié à la GPA. Et donc, en fait, on peut quand même questionner la liberté de son consentement. Oui, et surtout, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous dit la vérité lorsque vous lui tendez le micro? Quand elle vous dit, par exemple, que de toute façon, elle donne naissance pour faire plaisir à un couple d'hommes et qu'elle, en aucun cas, elle ne se verrait comme une mère parce qu'elle n'est pas douée pour ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Est-ce que vous la sentez sincère ou bien elle essaye de se convaincre elle-même, finalement, qu'il n'y a pas de problème? Je suis pas dans sa tête, donc je peux pas savoir si... Mais vous l'avez vraiment rencontrée, vous avez senti des choses, j'imagine.
pense dire la vérité. Ouais. Elle est sincère, mais effectivement, c'est dérangeant en fait quand elle en parle parce qu'on se dit qu'il y a quand même un petit sujet, notamment elle emploie le mot addictif. Elle dit c'est addictif de donner un enfant à quelqu'un qui ne peut pas en avoir. Il y a quand même une relation à la toute-puissance qui est présente et qu'il faut quand même questionner. Normalement, en GPA, les mères porteuses sont suivies psychologiquement avant et après d'ailleurs, mais elle, c'est pas son cas. Personne n'a vérifié qu'elle était apte à vivre ça et on peut quand même sans doute se poser des questions. Et les enfants nés de GPA, parce qu'on en parle aussi dans votre documentaire, comment est-ce qu'ils vivent cette situation? Vous avez interrogé une femme qui ne connaît pas sa mère et donc qui dit qu'elle a été achetée. Comment est-ce qu'ils vivent ça? Cette femme, c'est Olivia Morel. Elle est née de GPA il y a 33 ans. Et elle a attendu d'avoir 30 ans avant de vraiment faire des démarches pour comprendre d'où elle venait. Elle dit que c'est pas tellement le secret, parce qu'en l'occurrence, ses parents lui avaient pas dit, ses parents d'intention, qu'elle était née de GPA. C'est pas tellement le secret, c'est vraiment la séparation initiale avec sa mère qui l'a meurtrie et cicatrice dont elle se remet pas. Après, il y a des enfants qui disent le vivre bien et je pense qu'il faut évidemment leur souhaiter, mais il y aura toujours un risque physiologique et psychologique réel pour un nourrisson. En fait, il faut quand même imaginer qu'on prend le nourrisson de sa mère à la naissance et qu'on le donne à un couple qui, certes, l'attend et va l'aimer, mais... ça reste un abandon, quoi. Ça reste un abandon. Ouais. Et ce qui fait la richesse vraiment de ce documentaire, c'est la force des témoignages que vous avez recueillis. Comment vous les avez repérés, ces hommes et ces femmes qui témoignent dans ce film? Beaucoup de coups de fil, beaucoup de temps à Ça a été parler, compliqué d'ailleurs de les convaincre vraiment? Certains, oui. Il y en a qui témoignent anonymement. Il y a une mère porteuse qui a un tel syndrome de choc post-traumatique que la dernière fois qu'elle a parlé à la presse, elle a dû être réhospitalisée. Ah oui. Donc en fait, il fallait pas y aller avec des gros sabots. Enfin, il n'était pas question d'être trop brutale et puis surtout de respecter sa pudeur et toute sa vulnérabilité. Donc ça, c'est toujours un peu délicat. Beaucoup de temps passé avec elle et puis... Je pense pas de jugement de ma part et qu'elle le sentait. Voilà. On a des chiffres justement un peu là-dessus. Il y a des études qui ont été faites sur les traumatismes que ça a pu engendrer chez les enfants comme chez les mères, ou c'est encore un peu flou? C'est encore assez flou parce qu'il n'y a pas tellement de recul. Il y a des études. Il y en a une qui est tout le temps citée, mais qui pose aussi question parce qu'ils vont interroger des enfants en présence de leurs parents, que des cas où ça se passe bien, aucun cas où ça se passe mal et qui existent. Alors, il est vrai qu'il y a des cas où ça se passe bien, hein, mais en fait, Olivia Morel, qui est dans le film, elle est porte-parole aujourd'hui de la déclaration de Casablanca, donc c'est une figure publique, elle reçoit beaucoup de témoignages d'enfants issus de GPA, et elle me dit, c'est souvent à l'âge adulte que le truc explose et qu'en fait il faut un certain recul pour pouvoir réaliser que ça a eu un impact dans notre construction, dans sa construction. En l'occurrence, beaucoup témoignent d'un sentiment de rejet, d'abandon. C'est dur et puis c'est très dur à rationaliser d'être issu d'un contrat, même d'être donné ou vendu, peu importe qu'il y ait de l'argent en cause, mais c'est très difficile même pour un adulte de rationaliser ça. Alors, entre les mères porteuses et les parents d'intention, il y a ce que l'on appelle les agences. Les agences, vous en avez rencontré. Parlez-nous de ces structures. Je veux un enfant né d'une GPA, j'appelle une agence. Que se passe-t-il ensuite? Vous l'appelez, et puis, alors elles ont des fonctionnements très variés, parce qu'il n'y a aucune instance qui, d'ailleurs, les monitore et les contrôle. Oui. Quand même, ça, il faut le savoir. Et après, vous appelez, et puis ils vous dit, d'accord, vous voulez un enfant issu de... Enfin, d'abord, vous demandez votre condition, médicale ou pas, parce que si vous êtes mère d'intention, vous pouvez ou pas porter l'enfant, vous pouvez ou pas donner les gamètes. Et ensuite, on va vous proposer une donneuse, vous pouvez choisir sa couleur des yeux, sa couleur de peau, son niveau d'études. Et ensuite, on vous dit, l'enfant... n'aura pas d'anomalie, évidemment, on choisit que les embryons sains, et puis après, on vous donne un ensemble de tarifs. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir justement sur ces tarifs, mais c'est vrai que contrairement à l'adoption, et c'est ce que vous pointez du doigt aussi dans ce documentaire, c'est que la GPA est pointée du doigt pour son absence de contrôle et de régulation. Je vous propose de regarder cet extrait qui est très éloquent. Elle est trop belle, et là, on ne l'a pas encore vue en vrai. C'est la photo reçue par Internet.
Amélia est née il y a 22 jours. Ses parents, Barbara, 51 ans, et Jean-Luc, 62 ans, sont venus depuis le sud de la France pour récupérer leur fille. Aucune solution valable ne nous était proposée en France ni en Europe. Et donc, parce que nous sommes un peu plus âgés que la norme française. Et nous avons fini par trouver, via des amis communs qui étaient venus aussi en Ukraine faire une GPA, nous avons trouvé Feskov. Et très rapidement, nous avons eu un rendez-vous. J'ai forcé le destin. Forcer le destin, c'est possible en GPA. Car contrairement à l'adoption, l'âge des parents n'est pas pris en compte et il n'y a pas d'enquête des services sociaux. La petite Amélia a été conçue en laboratoire à partir des spermatozoïdes de son père et d'ovocytes d'une donneuse. Puis l'embryon a été implanté dans l'utérus de la mère porteuse, qui a ensuite accouché d'Amélia 9 mois plus tard, avant de la remettre à ses nouveaux parents. C'est ce qu'on appelle une GPA gestationnelle, la forme la plus répandue aujourd'hui. Les parents n'ont pas voulu dire combien ils avaient payé, mais selon les prix pratiqués par la clinique, Amélia a coûté au minimum 37 500 €. On consomme local, on achète local. Quelque part, on aide aussi un peu à la reconstruction, qu'on veuille ou pas, parce qu'on reviendra. Hein. Ouais. On reviendra avec elle. Voilà, on consomme local, on achète local. Franchement, quand vous entendez ces propos-là, vous, à titre personnel, vous réagissez comment, Alice de Léon? J'étais choquée. Ouais. Et puis, en fait, c'est étonnant. C'est pourtant des personnes qui ont très envie d'avoir un enfant. Enfin, on peut pas... c'est très étonnant de considérer son enfant comme un bien de consommation. Bien sûr, ouais. Et dans le documentaire, il y a le prix donc, qui est évoqué. Ça démarre dans la clinique Feskov à 37 500 €, mais on entend parfois des montants qui dépassent la barre des 100 000 €. C'est quoi la moyenne C'est très variable selon les pays. Aux États-Unis, ça peut monter jusqu'à 100 ou 200 000 $. En Europe, c'est plutôt entre 40 et 60 000 €. Et après, même quand c'est gratuit, en fait, la mère porteuse n'est pas payée, mais les parents, au Royaume-Uni, il faut compter 80 000 livres pour pouvoir avoir un enfant par GPA. Parce qu'il faut défrayer, c'est ça, la maman? Il faut défrayer la maman. Ouais. Évidemment, prendre en charge, du coup, ses soins médicaux et puis tous les frais liés à la grossesse. Voilà. Et ça, en général, c'est une entente entre les parents et la mère porteuse. Et un couple, vous l'avez rappelé tout à l'heure, peut choisir le sexe du bébé, ouais, la couleur des yeux du bébé. Enfin, ça va très loin. Quels sont les autres paramètres qu'un couple peut choisir lorsqu'il décide d'avoir recours à une GPA? Alors, c'est essentiellement ça. Mais après, ce qui est assez cynique, c'est que dans le contrat, vous voyez que la mère porteuse, en fait, elle peut faire une fausse couche. Donc, ouais, il est prévu qu'elle sera indemnisée d'une certaine somme si elle a une fausse couche à tant de mois de grossesse, parce qu'elle a effectué une partie du travail. Donc, c'est proportionnel, en gros, au temps de travail. Il y a des cas assez extrêmes de perte d'organes, de décès des mères porteuses, ouais, et tout est prévu pour qu'il y ait des assurances, en fait. Et voilà, et dans ces cas-là, qui est responsable? Ce sont les parents d'intention, les agences, la mère porteuse elle-même? Non, c'est pas la mère porteuse, ce sont les parents d'intention, mais grâce à une assurance, ils sont couverts. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes avec les enfants aussi? Si un enfant naît par exemple handicapé et qu'il n'a pas été détecté avant, que les parents d'intention ne le veulent pas, ça, c'est quand même des choses qui arrivent. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des pays où c'est certainement plus protégé que d'autres, mais dans la majeure partie des cas, ils font ce qu'ils veulent. Donc en fait, là, dans le film, il y a un cas d'une petite fille née en Ukraine. Les parents ne sont jamais venus parce qu'elle est née handicapée. Puis l'année d'après, ils sont retournés se faire un enfant pas handicapé. Et quel est le profil de ces femmes qui acceptent d'enfanter pour un couple? Ce sont des femmes qui sont motivées par l'argent aussi, bien souvent, parce qu'elles vivent dans des conditions très précaires? Oui. Moi, en tout cas, toutes les femmes à qui j'ai parlé, il y avait vraiment une grande précarité, un besoin, en fait. Et les médecins en sont assez conscients. J'étais choquée en Grèce, où c'est aussi officiellement non commercial. J'ai un médecin qui me dit, mais moi, je ne prends jamais une mère porteuse qui me dit qu'elle ne fait pas ça pour l'argent. Oui. Sans quoi il faudrait effectivement des expertises psychologiques. Il y aurait peut-être ce syndrome de toute puissance dont vous parliez tout à l'heure. Oui, absolument. Et l'argent, justement, on en parle parce que, en l'occurrence, en Ukraine, c'est un pays en guerre aujourd'hui. C'est là-bas que se trouve l'agence que vous avez visitée. Cette agence-là, est-ce qu'elle a beaucoup plus de demandes de mères porteuses en raison de ce contexte très précaire dans lequel vivent ces mamans?
Non, mais malgré ce contexte, elle a quand même énormément de demandes. En fait, on pourrait croire que ça freinerait des parents de faire porter un enfant par une femme qui vit dans un pays en guerre, mais apparemment pas. Et en fait, les agences se réorganisent, c'est-à-dire que très souvent, les femmes sont mises enceintes voilà, dans le pays, et elles sont ensuite envoyées à la frontière, voire dans des pays limitrophes, pour accoucher, pour que les parents puissent venir chercher les enfants en toute sécurité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le contrôle qui est exercé sur ces femmes-là. Il y a plein de choses qu'elles n'ont pas le droit de faire, etc. Et on imagine que si elles ne respectent pas ça et qu'il y a un problème, bah, du coup, elles pourraient elles-mêmes avoir des problèmes. Quelles sont les règles qui sont mises en place? Parce qu'elles sont un peu parquées dans des endroits, ça fait peur quand même. Ça fait un peu froid dans le dos parce que ça fait un peu prison dorée. Elles sont logées, nourries, blanchies, ce qui pour la plupart d'entre elles est quand même une grosse avancée. En tout cas en Ukraine, c'est comme ça que ça fonctionne. Et mais elles n'ont pas le droit évidemment de fumer tout ce que vous n'avez pas le droit de faire enceinte. Mais elles n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles, elles n'ont pas le droit de sortir. Elles sont quand même surveillées, quoi. De boire de l'alcool également, mais bon, ça c'est déconseillé pour toutes les mamans. Hein. Voilà. Absolument. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment que la gestation pour autrui est quelque chose d'assez récent. Or, on apprend dans votre documentaire que la toute première GPA a eu lieu il y a 40 ans, c'était aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce marché pèse plus de 22 milliards de dollars. Pour quelles raisons cette pratique a-t-elle connu une telle expansion? Comment expliquez-vous que ce soit devenu quelque chose à ce point d'aussi phénoménal? Alors, je pense qu'il y a eu les stars d'Hollywood qui ont beaucoup démocratisé la pratique. Elles ont beaucoup joué un rôle. Oui, certainement. Et puis, il y a aussi une question d'infertilité auquel les couples font face, qui, on le sait, est de plus en plus prégnant dans nos sociétés. Donc, les parents aimeraient avoir des enfants. Et je pense que cette industrie a vu qu'il y avait un marché. Et c'est développé en fonction. Une dernière question très rapide, parce qu'on arrive malheureusement au bout de cette interview. Est-ce que cette enquête a changé, vous, à titre personnel, votre regard sur la GPA? Je pense que je partais d'un a priori que je me disais quand même louer un ventre et acheter un enfant, c'est pas un progrès social. Donc ça mon regard n'a pas vraiment changé là-dessus. Mais je pense que j'étais depuis le départ très empathique avec les mères porteuses, avec les parents d'intention aussi, dont je comprends la souffrance. Mais j'ai quand même été choquée par le cynisme de cette industrie. Oui, parce que vous l'avez vu de très près, notamment à travers ces agences qui sont prêtes à commercialiser certaines femmes pour mettre à bien leur business, quoi. Merci beaucoup Alice Doléan, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous réalisez donc ce documentaire produit par la société Ligne de Front qui s'intitule La face cachée de la GPA. C'est diffusé donc ce jeudi à 21h sur le Figaro TV à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Merci beaucoup Solange Gourdin, et le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à toutes et à tous.